Le réchauffement climatique. Voilà un sujet qui inquiète les citoyens des quatre coins du globe. Est-ce nécessaire si l'on sait qu'environ 97% des scientifiques travaillant sur le changement climatique se trompent à ce sujet? La plupart d'entre eux affirment que cela est dû à la couche d'effet de serre entre la surface terrestre et l'espace. Le Soleil, lui, émet de la lumière sur la planète, tandis que celle-ci réémet une partie de cette lumière dans l'espace. Cependant, certains gaz à effet de serre tels que le dioxyde de carbone, le méthane ou le protoxyde d'azote retiendraient une partie du rayonnement infrarouge émis par la Terre et la lui renverraient. Alors, c'est de cette façon que se réchaufferait notre planète. Maintenant que nous connaissons la base de cette théorie, voyons quel rôle jouerait l'homme dans ce processus de réchauffement climatique. En effet, celui-ci serait la principale cause de la montée des températures, notamment par la combustion du pétrole et du gaz, la déforestation, ou encore l'agriculture intensive, soit l'accroissement de la productivité agricole. Chacune de ces activités humaines provoquerait une hausse des gaz à effet de serre, plus précisément le dioxyde de carbone et le méthane. Donc, l'accumulation de ces gaz s'additionnerait à ceux déjà présents dans l'atmosphère et par conséquent réchaufferait la Terre davantage. Si cette théorie évoquée par les scientifiques était vraie, cela expliquerait non seulement la hausse des températures, mais également l'élévation des océans, l'augmentation des précipitations et l'acidification des océans. Sauf que ces phénomènes ne sont pas le résultat de l'effet de serre. Ces dernières années, le monde prend des mesures expansives et extrêmement coûteuses pour un problème inexistant. Qu'en est-il de l'interaction chimique qui permettrait l'agrégation des gaz tels que le CO2 en une sorte de mortier pour former cette couche dense qui serait à même de bloquer le rayonnement émis par la surface de la Terre? Voici à quoi elle ressemblerait si elle existait. Toutefois, celle-ci devrait être plus sombre en raison de la couleur noire des molécules de CO2. Si la notion de gaz à effet de serre était vraie, cette sombre couche de molécules aurait été visible depuis la Terre et depuis les satellites. Or, ce n'est pas le cas. Même si elle était visible, elle n'aurait pas seulement refoulé le rayonnement provenant de la Terre, elle aurait aussi occulté les radiations émises par le Soleil. Cela aurait eu pour conséquence un refroidissement de la Terre, comme lors d'une éclipse solaire. Le 26 février 1998, en Martinique, a lieu une éclipse solaire de 13h05 à 15h50. Les stations météorologiques profitent de l'occasion pour recueillir les températures au moment de l'éclipse. Si les températures émises par l'effet de serre sont équivalentes de celles lors d'une éclipse solaire, cela signifie que la planète ne devrait pas se réchauffer, mais se refroidir. Ensuite, si l'on reprend en considération les gaz à effet de serre causés par la pollution, une telle accumulation de ce genre ne peut se produire. En effet, les lois de la physique interdisent interactions qui produiraient une telle coagulation. Voici 5 interdictions qui peuvent prouver que cela ne se produira jamais.
Numéro 1. Le milieu. L'atmosphère est un gaz parfait et dans un milieu de cette nature, les interactions chimiques sont proscrites. Numéro 2. L'absence de l'électronégativité des molécules. Toutes les molécules en présence, hormis le bioxyde d'azote, sont apolaires. En d'autres termes, elles ne sont pas concernées par l'électronégativité qui leur interdit d'attirer les électrons et donc qui émet hors d'atteinte des forces centripètes, des forces de coagulation, faisant intervenir les réactions chimiques. Numéro 3. La charge des molécules. Pour que deux molécules s'attirent, l'une doit être chargée positivement et l'autre négativement. Dans ce cas-ci, des molécules sont chargées positivement et sont donc condamnées à se repousser en permanence de plus en plus loin après chaque collision. Numéro 4. L'indice de réfraction. Tout d'abord, il faut savoir que rien n'est plus rapide que la lumière dans le vide. La célérité de la lumière est notée 3×10 puissance 8 mètres par seconde, soit une valeur limite qui ne peut être dépassée. Ce qui nous intéresse dans ce cas-ci, c'est l'indice de réfraction du CO2, qui nous permettra de juger si la molécule fait bel et bien barrage au rayonnement ou non. Pour le calculer, il suffit de diviser la célérité de la lumière dans le vide par la célérité de la lumière dans l'atmosphère, soit la couche d'effet de serre composée de CO2. Numéro 5. La dynamique lagrangienne. Les molécules sont douées d'un comportement antigravitaire. Cette capacité les entraîne à s'ériger en strates distinctes en proportion de leur masse molaire. Les molécules, qu'est-ce qu'elles font? Elles vont se placer, elles vont s'éloigner. Elles vont s'éloigner de la Terre le plus possible jusqu'à retrouver un niveau qui les met hors de portée de la gravitation terrestre. Ça s'appelle le point de Lagrange. Le point de Lagrange, c'est le niveau à laquelle la gravitation de l'objet le plus lourd n'opère plus. Donc, si bien que les molécules les plus lourdes vont se placer beaucoup plus en hauteur que les molécules les moins massives, si tu veux. La notion de gaz à effet de serre est une pure fiction. Quant à l'humanité, elle est responsable d'un tout autre problème. Si la couche d'effet de serre n'existe pas, alors le réchauffement climatique, lui, existe-t-il? Mais surtout, quel est le vrai problème dont l'être humain est responsable? Ce problème, c'est la pollution. La pollution impacte de manière considérable depuis la qualité de vie des hommes jusqu'à la survie de l'espèce humaine elle-même.
Elle génère de multiples atteintes à la vie et à la survie de ceux que nous appelons pudiquement biodiversité et qui sont nos compagnons de route de la longue et belle histoire de notre monde que nous transformons en tragédie. Il y a beaucoup de personnes qui meurent chaque année du fait de la respiration de ces particules. Ces particules viennent provoquer ce que provoque le tabac, par exemple, mais en plus sévère et en plus rapide. Ces particules-là, si tu respires ça régulièrement, tu auras un cancer des poumons plus rapidement que tu ne peux l'obtenir par la cigarette. De 1979 à 2013, la NASA utilise des bouées représentées par des points blancs afin de visualiser les déchets océaniques. Ceux-ci sont bien sûr de plus en plus nombreux partout dans le monde. En Europe, 90% de la population urbaine est exposée à des taux de pollution élevés. Plusieurs facteurs y contribuent, dont le trafic et les industries plus particulièrement. La France notamment a commencé à réduire les limitations de vitesse. D'autres mesures ont également été prises par l'Union européenne afin de remédier à la situation, comme la diminution du prix des transports publics. D'un point de vue statistique, les pays les plus pollués sont l'Inde, la Chine et le Pakistan. Mais la pollution n'est pas seulement sur la Terre, elle est aussi dans les océans. La pêche industrielle. Ces images de la Sea Shepherd, une organisation internationale dont les actions directes ont pour but de préserver les océans, montrent la triste vérité sur les conséquences de la pêche industrielle. Cette activité tue des millions de poissons et de dauphins dont les cadavres s'échouent sur les plages. Déforestation. Voilà un autre facteur important de la pollution sur la Terre. Le secteur particulièrement inquiétant est celui de la forêt amazonienne au Brésil. Dès 2004, le pays a commencé à prendre des mesures pour empêcher la déforestation autant que possible. Toutefois, l'élection du président Bolsonaro a permis aux fermiers d'exploiter la forêt. Celui-ci a également eu la volonté de mettre fin aux amendes de l'agence environnementale dans les zones rurales.
Le climat de la Terre est soumis à 3 facteurs, ou plutôt 3 vecteurs. Le vecteur atmosphérique, continental et océanique. Tout d'abord, le vecteur atmosphérique est essentiellement d'origine solaire. Il s'agit de l'évolution de la puissance rayonnée. En Suisse, un climatologue à l'Institut fédéral de la technologie à Zurich a affirmé que depuis la fin des années 1950 aux années 1990, la quantité de lumière solaire qui atteignait notre planète avait décru d'environ 10%. Un phénomène qui vient de s'inverser au cours des 15 dernières années. L'obscurcissement a cessé, confirme le docteur Martin Wild. La simulation suivante de l'Agence spatiale européenne confirme la thèse originale du climatologue qui, d'après les données enregistrées principalement dans l'hémisphère nord, montrerait une augmentation du rayonnement solaire de 0,66 watts par mètre carré en moyenne. Selon Martin Wild, cette précision est due au système utilisé qui permet de prendre des mesures au mieux chaque minute contre chaque jour ou chaque mois auparavant. Ceci a permis de classer les données recueillies selon l'état du ciel, dégagé ou couvert, et de les comparer. Ce surplus de lumière solaire, et donc de chaleur atteignant le sol, pourrait expliquer en partie les températures records enregistrées globalement vers la fin des années 1990. En fait, pour vérifier la réalité de l'évolution de la température du climat, il suffit de mesurer en continu la pression atmosphérique, car comme la loi de Gay-Lussac l'indique, la température et la pression d'un gaz sont directement proportionnelles. Si la température augmente, les chocs entre les molécules vont s'accentuer, et du fait de cette accentuation, la pression va augmenter. Donc la mesure de la pression donne la mesure de la température. Ensuite, quant au vecteur continental, il est associé au mouvement de déplacement des continents. Les continents bougent dans un espace qui s'agrandit continuellement. Sachant qu'encore aujourd'hui, la Terre s'accroît en masse, en surface et en volume, ce phénomène d'expansion n'est pas étranger au changement climatique actuel. Pour résumer, tous les continents filent vers des latitudes tropicales. Donc, ils se réchauffent naturellement et la pluviosité s'y intensifie. L'argument phare des théoriciens de l'effet de serre est sans conteste la montée des eaux par la dilatation. Sauf que les lois de la physique stipulent qu'un nombre restreint d'éléments ne se dilatent pas sous l'effet de la chaleur. L'eau en fait partie. Il va de soi que la salinité qui caractérise l'eau des océans accentue cette résistance. Les eaux des banquises
quant à elle, par l'intermédiaire de la loi d'Archimède, participe au niveau actuel des océans. En revanche, le fait de passer de l'état solide, c'est-à-dire de la glace, à l'état liquide ne change absolument rien. La montée des eaux n'est pas due au réchauffement climatique. Par contre, ce qui est mesuré actuellement, il mesure ça de deux façons. Il mesure à la fois la montée, disons, l'élévation du niveau de la mer et l'élévation du niveau des continents. Il y a un système qui permet de le faire, c'est-à-dire il y a un satellite qui est placé à une altitude de 22 000 km en position, disons, il y a une position bien définie, et il y a un laser qui part du satellite et qui va, qui va tourner sur la surface de la Terre. L'argument massue réside dans les courbes qui montrent l'évolution de cette prétendue montée des eaux. De 1993 à 2007, le niveau de la mer aurait augmenté de 3,25 mm par année, puis 4,44 mm à partir de 2008 à 2016, ou 4,27 mm, dépendamment du signal saisonnier. De 1993 à 2019, l'augmentation moyenne serait de 3,34 mm par année. La distance entre le satellite qui est placé sur une position qui ne bouge pas, la distance entre le satellite et la surface de la mer ou la surface de la Terre diminue. Donc, comme la distance diminue, cela veut dire que la surface de la Terre se rapproche du satellite. Donc, il y a élévation du niveau. Ces mesures révèlent des mouvements d'altitude, comme le montre l'image suivante. Les sources de mouvements verticaux se situent principalement au Canada, en Scandinavie, en Antarctique et au Groenland, là où les glaciers sont les plus présents. Enfin, cette courbe indique clairement la vitesse de gonflement de la Terre, c'est-à-dire son expansion volumétrique. La croûte océanique, qui est liée à la croûte terrestre d'ailleurs, qui remonte sous l'effet du gonflement du manteau. Le manteau gonfle et surélève la croûte. Et donc, c'est ce mouvement-là à laquelle on observe. C'est pas la dilatation due à un effet de chaleur, puisque de toute manière, l'eau ne se dilate pas sous l'effet de la chaleur. Le troisième facteur est le vecteur océanique, qui est directement conséquent du vecteur continental. La nouvelle configuration des continents vient renforcer l'action des courants marins déjà ultra puissants. En plus des courants marins, cette nouvelle configuration favorise une accentuation de l'action des vents, des courants atmosphériques.
La reconfiguration du bassin Caraïbe, autre conséquence directe de la mécanique d'expansion de la Terre, a contribué à décupler l'influence des courants, dont le Gulf Stream principalement. Ici particulièrement, il s'agit du redéploiement du flux des Sargasses qui n'est plus extérieur aux Antilles. Ce flux passe dorénavant aux Grandes Antilles, les côtes de la Guyane, du Mexique et de la Floride, et ce, en balayant amplement les petites Antilles. Ce phénomène-là n'est pas lié à l'augmentation disons, de la température de l'atmosphère. Ce phénomène-là, c'est lié simplement au fait que les continents se sont déplacés. Par exemple, le continent nord-américain s'est un peu penché et s'est déplacé vers les tropiques. Mais les îles sont un peu restées sur place. Donc, ce qui fait que le Gulf Stream, qui est le courant qui traverse un peu, qui va entre l'Amérique en passant par le bassin Caraïbe et qui va vers l'Europe, eh bien, le courant du Gulf Stream s'est déporté. Au lieu de passer simplement au nord des Petites Antilles, maintenant, il passe au sud des Petites Antilles. Il passe au sud des Petites Antilles et donc maintenant, il longe les côtes. Il longe les côtes de la Floride, il longe les côtes du Mexique et il longe également les côtes de la Guyane. Ces images d'un reportage diffusé par France 24 peuvent montrer à quel point les sargasses peuvent être un véritable fléau pour les plages des Caraïbes. Dans la dynamique d'expansion de surface de la Terre, dans l'axe équatorial, les continents s'écartent à partir de l'axe des dorsales. Au fur et à mesure de son éloignement des côtes, la croûte océanique se refroidit, s'affaisse et s'enfonce. Dans ce mouvement inexorable, elle entraîne vers les profondeurs les marges continentales. Comme le montrent ces flèches bleues, les marges qui s'enfoncent passent en dessous du niveau de la mer. Ce n'est pas le niveau des océans qui augmente, c'est l'altitude des bordures continentales qui diminue, et plus prosaïquement, ce sont les côtes qui plongent. Les conséquences, c'est la percolation des eaux marines dans les sous-sols continentaux ou la forte érosion des côtes. Par exemple, une forêt sur la côte est des États-Unis regorge d'arbres morts. En France, plus précisément sur la côte d'Albâtre, des falaises de crêne ne cessent de reculer, au point d'effacer ce qui, autrefois, était une partie de la ville. Ce type de falaise résiste mal à l'érosion. Un autre exemple, un cas assez important, il s'agit de Jakarta. La capitale indonésienne, étant en train de disparaître, s'apprête à déménager sur une autre île indonésienne, où il n'y a présentement qu'une vaste forêt. Un problème plutôt préoccupant, sachant que toute la côte de l'île de Java est en train de couler.
La morale, c'est que les faits de serre n'existent pas. Donc, le problème, c'est qu'aujourd'hui, ils prennent, tous les gouvernements prennent des décisions sur le réchauffement climatique, pour réduire le réchauffement climatique. Donc, ils veulent supprimer les grosses voitures, ils veulent supprimer, ils veulent supprimer les grosses voitures, supprimer les centrales atomiques, supprimer les centrales machin qui produisent, les centrales thermiques, les centrales qui produisent l'électricité, les supprimer parce qu'ils émettent du gaz à effet de serre, ce qui est faux. Donc c'est ça qui est la morale qui est ça, c'est derrière ce truc-là, c'est tout ce travail qui est fait par les écologistes, hein. Les écologistes prennent prétexte de ça pour imposer un nouveau fonctionnement du monde qui ne se justifie pas, puisque ça n'existe pas. On va combattre des choses, on met en place, disons, une gouvernance de la Terre, on met en place un modèle économique, on va défaire le modèle économique qui est là aujourd'hui pour pouvoir lutter contre le gaz à effet de serre qui n'existe pas. Donc, le problème, c'est ça. Le problème, c'est ça. C'est qu'on est en train de casser le système économique du monde, hein, pour se prémunir d'un problème qui n'existe pas. Le réchauffement climatique est une réalité incontrôlable pour l'être humain. Le véritable combat, c'est contre la pollution. C'est pour la santé des hommes et des femmes, la santé des espèces animales et la préservation de leur habitat. C'est pour lutter contre ceux et celles qui détruisent la planète. Canal Science, c'est là connaissance.